Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Swixsteel, passion, style et confort. Bienvenue dans cette émission Voiture de légende très particulière, un peu festive. Nous sommes au pied de l'Atomium à Bruxelles à l'occasion du revival du Grand Prix de Bruxelles de Formule 1 1961-2011. Ça fait bien 50 ans et en ce qui concerne l'émission Voiture de légende, eh bien c'est notre 5e anniversaire, pile poil. Alors on a mis les petits plats dans les grands, on a mis des belles tenues toutes neuves et on vous a concocté un tout nouveau site internet www.voituredelégende.com où vous pouvez revoir toutes les anciennes émissions. C'est un site qui vous ouvre également vers l'univers des voitures anciennes, des grands classiques. Ne manquez pas de le recommander à tous vos amis. Mais nous commençons cette émission évidemment avec une certaine galanterie. L'émission précédente, souvenez-vous, nous étions au Sablon pour la première édition du Ladies Classic que voici. Le Ladies Classic est la première édition d'un rallye belge 100% féminin avec 23 équipes. 46 femmes, néophytes ou pilotes émérites, ont répondu à l'appel de Jean-François De Villers, personnage bien connu des événements automobiles haut de gamme. Le Ladies Classic en fait répondait à la demande des dames elles-mêmes puisque plusieurs d'entre elles participent déjà à mes autres événements tout au long de l'année et elles m'avaient demandé de prévoir pour elles une coupe, un rallye, une journée vraiment spéciale dédiée aux femmes pilotes et copilotes. Donc c'était un challenge qu'on a décidé de relever au printemps. Mon plus grand bonheur c'est d'avoir aujourd'hui 25 voitures au départ et à l'arrivée ici au Sablon. C'est un rallye de régularité pour voitures anciennes et pour être admis au départ, l'équipage doit être exclusivement composé de 2 dames. Aucun partenaire masculin n'était autorisé, pas même en qualité de navigateur. Le rallye, sous l'égide de la Fédération belge des véhicules anciens, s'est déroulé le samedi au départ de la place du Sablon en plein cœur de Bruxelles. Les vérifications administratives et techniques furent réalisées le vendredi en soirée. Le Ladies Classic est un rallye de régularité, pas une balade, à la moyenne horaire imposée et toujours inférieure à 49,9 km/h. Le niveau de difficulté est moyen, permettant aux débutantes de découvrir la discipline et aux navigatrices confirmées de passer une belle journée. Le parcours est exclusivement présenté au moyen d'un roadbook rédigé en fléché métré. Il est émaillé de contrôles horaires devant être respectés à la minute. Comme une épreuve classique et traditionnelle de régularité, le pointage en retard ou en avance génère des points de pénalisation qui, une fois additionnés, permettent d'établir le classement. À plusieurs reprises, des tests de régularité à la seconde sont organisés pour varier le déroulement du rallye. Parfait, très bien, le roadbook très sympa. On s'est un petit peu perdu à 2-3 endroits, mais sinon top, magnifique paysage. C'est une chouette aventure quoi. On va dire que c'est un beau parcours, des beaux paysages. On découvre la Wallonie, ça c'est plutôt rare. Généralement on va d'un point à l'autre et on passe par l'autoroute et on voit pas grand chose. Et il faut dire aussi, c'est pas grâce à moi, mais le temps est au beau fixe. Et ça aide quand même. Quand on est en cabrio comme nous, on a de la chance, on profite du soleil et du paysage. Donc je veux dire, pour une première partie, moi je dis 10 sur 10 au moins. Une assistance mécanique officielle composée de spécialistes était aussi mise en place. Elle suivait le parcours en dernière position et devait apporter une solution à tout problème mineur. Pour ces dames, les organisateurs ont apporté un soin particulier grâce au concours de partenaires actifs dans le monde du luxe. L'événement est réservé aux voitures de sport et de prestige produites avant 1975.
L'angoisse de débuter dans cette discipline est certainement moins présente chez les pilotes que chez les navigatrices. Aussi, les organisateurs avaient procédé à une initiation à la régularité et à la navigation le vendredi afin de familiariser à la lecture d'un roadbook, à la tenue d'une moyenne horaire, au respect des heures de passage et au principe des sections de régularité, de façon à mettre alors en pleine confiance après cet exercice grandeur nature. Les véhicules ont quitté Bruxelles par les grands axes afin de se diriger rapidement sur les petites routes du Brabant wallon, puis du Condro. Halte au château de la Poste où le déjeuner est pris dans ce lieu attrayant, garantissant au moment de repos et de détente à apprécier sans modération. L'après-midi, après une dernière escapade dans la région namuroise et ses routes sinueuses, avec une arrivée entre 17 et 18 heures à Bruxelles. C'est sympa, à condition de ne pas trop se tromper. Enfin, moi, c'est la première fois que je fais un rallye, donc voilà, c'est pas évident. Karine, ça fait très longtemps qu'elle en fait, donc elle a beaucoup plus d'expérience. Et donc, voilà, je suis un peu trompée dans une herse. Et en plus, qu'il ne fallait pas faire. Et donc, j'ai failli descendre de la voiture. Donc l'ambiance est à la fois électrique et à la fois reposante aussi. Il faut quand même, c'est un jeu, ça reste un jeu. Hein. Mais c'est vrai qu'on se prend en jeu, parce que sinon c'est pas très gai. Si on fait un rallye, c'est aussi pour essayer de faire le mieux possible. Donc c'est Vous vrai. avez déjà une expérience alors dans les rallyes? J'en ai fait quelques-uns, oui, depuis quelques années. J'ai découvert ça il y a 6-7 ans et j'ai trouvé ça vraiment très gai. L'ambiance est très décontractée tout au long de la journée et dès que les participantes ont trouvé leur marque, elles se sont prises au jeu du rallye de régularité et n'ont pas hésité à partager leurs impressions avec leurs concurrentes. Cette première expérience pour un rallye de régularité fut un enchantement. Les routes sont magnifiques, l'ambiance est particulièrement conviviale et les concurrents témoignent d'un joli coup de volant. Pour cette première édition, la nervosité, bien légitime avant toute compétition, surtout quand on est la femme d'un grand champion de Marie, a très vite fait place au sourire rayonnant, rendu encore plus éclatant par un soleil généreux. C'était fantastique, le paysage est superbe et j'ai une excellente conductrice qui est formidable, femme de pilote, donc elle a un peu d'expérience. C'est grâce à la navigatrice, parce qu'un rallye comme ça, si on n'a pas une bonne navigatrice, on n'arrive jamais. Donc non, c'est fabuleux, c'est une première pour toutes les deux. On était stressés ce matin, mais c'est génial. On s'est détendu avec le... Ah oui, on avec se prend au jeu, hein. Oui, on se prend au jeu. C'est vraiment génial. Parmi les néophytes, Julie Engelborgs, manager du The Mercedes House, est venue en voisine, accompagnée d'Alexandra Dallemans, sa copilote, à bord d'une Mercedes 300 SL de 1985. L'équipage était particulièrement enthousiaste à l'idée de rouler en oldtimer et de participer à un rallye qui a pris le pari de donner la parole aux femmes. Le meilleur souvenir, c'est le moment où on a cru qu'on n'arriverait pas à temps au pointage, où on est arrivé juste dans la minute, mais juste à temps, 3 secondes avant. Là, on a été très heureuses. Le podium final est composé de Martin Hermans et de Pascal Van Lierde sur leur Triumph 250 de 1968 pour la 3e place. La seconde étant occupée par Patricia Glissou et Christian Schobens sur leur Porsche 356 Cabrio de 1958. La victoire revenue à l'équipage Sarah Dox et Nathalie Optiz sur une Austin Healey de 1961. C'était une super journée, franchement, avec un grand soleil tout le temps. On s'est éclaté, on s'est pris au jeu, mais alors du début à la fin, voilà, on voulait absolument terminer et gagner et à chaque fois être dans les temps. Donc vraiment super journée, quoi. À refaire l'année prochaine, on s'inscrit, il n'y a pas de doute, quoi. Pour toi ? Moi, je rejoins ma coéquipière qui a très très bien géré. Sans problème, on s'est trompé une petite fois, mais c'était même pas notre faute. Et sinon, oui, à refaire, vraiment. On a vu des endroits magnifiques. Les gens sont hyper sympas, que ce soit les gens de l'organisation, voilà, sont vraiment formidables. À refaire aussi l'année prochaine.
Un cocktail suivi de la remise des prix a clôturé la journée et ceux qui le souhaitaient ont passé la soirée dans l'un des bons restaurants du Sablon. L'objectif l'année prochaine, c'est que cette journée devienne un week-end. On envisage de partir en Normandie, peut-être vers le Touquet, Deauville, on réfléchit à ça. Je pense que la date sera la même, c'est-à-dire aux alentours de fin août. Et puis on espère surtout que le bouche-à-oreille maintenant va fonctionner et puis qu'on pourra avoir un petit peu plus de personnes au départ. Je suis assez confiant sur l'avenir de cet événement qui répond, je pense, à un engouement et à une attente des dames. Jean-François De Villers se tourne déjà vers 2012. Organisée sur 2 journées, la prochaine édition du Ladies Classic devrait accueillir une 50aine de voitures et relier Bruxelles au Touquet par les plus belles routes de Belgique et de France. Voilà pour ces dames qui se sont visiblement bien amusées. Alors ici, retour aux Gentlemen Drivers et aux choses sérieuses de ce Grand Prix de Bruxelles. Bernard de Saint-Hubert avec une très belle sortie de Formule 1, ex-Vittorio Brambilla. Bernard, est-ce que c'est bien raisonnable de courir avec des Formule 1 aussi performantes sur un petit circuit comme ça ou c'est plutôt de la démonstration? En tout cas, c'est de la démonstration. Raisonnable, rien n'est raisonnable. Mais il faut être quand même très très prudent et bien se dire que c'est de la démonstration, quoi. Il y a du public quand même qui n'est pas très loin, quoi. Voilà. Alors Bernard, cette voiture, vous l'avez rachetée quoi, pour ressentir des sensations que vous aviez oubliées ou pour vous faire plaisir? Comme j'ai fait pas mal de courses quand j'étais petit et que mon rêve c'était de la Formule 1 et que j'en ai pas eu l'occasion, quand j'ai eu l'occasion de faire la Formule 1, j'ai trouvé cette voiture et je m'amuse beaucoup, quoi. Tout en étant humble dans les performances, etc. Voilà. Ce sont de belles sensations. Vous serez à Francorchamps peut-être à la fin? Oui, ça c'est beaucoup plus amusant. Voilà. On y sera aussi, on va en reparler évidemment, pour le meeting des 6h sur Francorchamps. Bernard, un dernier mot par rapport à cet événement quand même. Est-ce que vous vous souvenez des grands prix du début des années 60 et est-ce que vous appréciez la nostalgie qui entoure cet événement? Oui, moi je me souviens très très bien que j'étais venu avec mes parents dans les années 60. J'ai vu les grands prix de Formule 1 avec Sterling Moss, Paul Frère, etc. Et j'ai aussi vu des courses avec des Borgward et des DKV, des Volvo avec l'arrière arrondi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc oui, bien sûr, je me souviens très 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 bien, quoi. Voilà, très très bien. Voilà. Il y avait effectivement des courses de voitures de tourisme également. Voilà, et donc je trouve que même si ce circuit n'est pas fait pour des Formule 1, je trouve que les gens qui ont organisé ça, le pouvoir public, etc., d'avoir donné l'autorisation de faire quelque chose, un événement comme ça, il fallait venir, ça c'est sûr, quoi. Voilà, je suis très content. Bravo. Merci Bernard. C'est vrai que c'est une manifestation qui met en relief le patrimoine aussi automobile de la Belgique et c'est donc dans ce sens une manifestation culturelle. Voilà. Alors plongeons-nous dans l'ambiance de ce Grand Prix de Bruxelles Revival sous le soleil du Heysel. Il fallait l'oser, ils l'ont fait. Quand ils ont émis l'idée de recréer un événement sport auto à Bruxelles, au pied de l'Atomium, les responsables du Formula Club Belgium, dont son président Serge Stevens, n'ont pas toujours été pris au sérieux. En fait, je crois que d'abord, les organisateurs sont des propriétaires d'anciennes voitures, principalement monoplaces. Et je crois qu'ils ont dû fêter une fin de soirée relativement animée et ils se sont dit, au fond, et si on faisait un Grand Prix en mémoire de 61? Et puis de là est né le rêve est devenu réalité. Pas si facilement que ça, mais je crois qu'ils y ont quand même très très bien arrivé. Et pourtant, les samedis 3 et dimanche 4 septembre, une centaine de bolides datant des années 20 à la période actuelle ont multiplié les démonstrations sur un tracé de près de 2 km devant un public nombreux, notamment le dimanche après-midi, estimé à 10 000 personnes par des sources officielles. C'est un cauchemar logistique. En fait, quand on imagine qu'ici, d'abord, c'est pas du tout un site qui se prête à organiser des courses, surtout depuis qu'il y a toute une série de transformations pour permettre aux piétons de se balader à l'aise, etc. Donc tout ça
ne facilite pas la chose pour l'automobile. On sait que quelque part, il y a aussi un petit sentiment anti-automobile quand il s'agit de prendre des décisions officielles. Et puis quand même, il y a eu 2 ouvertures d'esprit qui se sont faites au sein du collège, le bourgmestre bien sûr, et puis l'échevin des sports, M. Mampaka, et qui tous les deux ont dit « eh oui, et pourquoi pas ?» à une condition, que les voitures roulent à allure raisonnable. C'est ce qu'elles font. Et ce public ne s'est pas embêté dans une ambiance bon enfant qui sied parfaitement au rendez-vous de type club. Le plateau des avant-guerres, qui comptait notamment plusieurs Bugatti type 35, 37 et 51, mais aussi une superbe Talbot Lago, une exceptionnelle Peerless 1926, a permis à de très nombreux novices de constater combien le sport automobile était intéressant à l'époque. Et comme les pilotes ont mis du cœur à l'ouvrage, la réussite était totale. Je crois que dans l'esprit de l'engouement populaire, il y a à la fois le fait qu'une voiture attire toujours l'attention. On a quelque part toujours une petite mécanique qui vibre là au fond de son cœur. Mais il y a aussi le fait que je vais considérer ça comme un vestige ou en tout cas un souvenir artistique. Parce que les voitures que l'on voit ici, ce sont des véritables objets d'art. Aussi bien au niveau de leur design, de leur dessin extérieur, mais aussi au niveau de la sculpture intérieure. Quand on imagine qu'à l'époque, on sculptait les échappements pour arriver à ce qu'il y ait de moins de freins au gage d'échappement. Finalement, on se rend compte que l'art ou la mécanique, il n'y a qu'un pas. Si le plateau historique Grand Prix qui couvrait la période 50-60 était un peu moins fourni, la présence de plusieurs F1 de la fin des années 70 et du début de la décennie 80 a constitué le clou du spectacle. Superbe Ligier JS1115 ex-Pironi de Jean-Charles Faux, magnifique McLaren M26 ex-Hunt piloté par Christophe Dansbourg, très belle Surtees ex-Brambilla de Bernard de Saint-Hubert et le dimanche après-midi la Fittipaldi ex-Rosberg de Jean-Michel Martin. La qualité était au rendez-vous avec un plateau parfaitement complété par des Formule 3, Indy Lights et Formula Holden. Ajoutez à cela des formules de promotion du Formula Club Belgium, dont 2 Apal de Formule V et plusieurs bolides de prestige, dont une Porsche 550 Speeder issue de la D'Ieteren Galerie. Et vous obtenez un spectacle total rehaussé de la présence de Teddy Pilet, invité d'honneur, mais aussi d'Eric Van de Poel et de bien d'autres pilotes venus voir comment cela se passait au pied de l'Atomium. Car avant tout, ce Grand Prix de Bruxelles Revival, c'était un cadre magique, surtout par la météo estivale du samedi. Certes, la sécurité du tracé et du public n'est jamais simple à garantir dans un tel événement, organisé sur un circuit artificiel, mais aucun incident n'est venu perturber ce week-end, qui restera comme l'un des plus sympas de l'année. Alors bravo au Formula Club Belgium, bon anniversaire à son président, et pourquoi pas une suite à cette bien belle histoire. La voiture présentée est un des véhicules construits par la Cooper Car Company, fondée en 1946 par Charles Cooper et son fils John Cooper. Conjointement avec l'ami d'enfance de John, Eric Brandon, ils ont commencé la construction de voitures de course en 1952 avec des fortunes diverses et entre autres la Cooper Bristol qui était une Formule 2. Donc ce n'est pas une compétition, c'est une démonstration donc pour montrer donc aux gens qu'il y a eu un Grand Prix en Belgique et à Bruxelles en l'occurrence, et donc c'était important de faire une commémoration, je pense, pour ces 50 ans. C'est encore aujourd'hui un véhicule de compétition de l'après-guerre, repris sous l'appellation T23 MK2 de 1953, avec son moteur allemand faisant partie du dommage de guerre pris par les Anglais. Le moteur en fait est un moteur qui date d'avant-guerre, donc c'est un moteur qui équipait les BMW et les Veritas, donc qui sont des marques allemandes et qui ont été après concédées aux Anglais en dommage de guerre, donc après la guerre 40-45, et les Anglais ont développé ce moteur après-guerre et l'ont amené à ce qu'il est actuellement. Évolution de la T20, la Cooper Bristol a surclassé souvent les voitures plus puissantes, bien qu'elle ait eu du mal à battre la Ferrari de l'époque. Le T23 avait beaucoup d'améliorations, comme une structure tubulaire plus légère et de plus gros freins. Les freins tambours de la MK1 avaient été malgré tout le talon d'Achille de ses premiers modèles. Le corps de la Cooper a été légèrement remanié, le rendant plus lisse et plus aérodynamique. Propulsée par des moteurs de Bristol, la voiture n'a pas marqué des points au championnat du monde pendant toute la saison 1953. À la fin de la saison, les voitures ont couru en formule libre, pilotées par des noms mémorables, comme le célèbre Jack Brabham.
C'est une voiture de 53 qui a roulé donc en Formule 1 et en Formule 2 puisqu'elle pouvait rouler dans les deux catégories. Et elle a appartenu à l'époque à un pilote anglais qui s'appelait Horace Gould, donc qui était un grand pilote anglais. Et donc elle a fait tous les championnats anglais à l'époque, oui. Cette Cooper Bristol à moteur BMW 6 cylindres 2 litres de 150 chevaux a donc appartenu au pilote britannique Horace Gould, qui était pilote de course Bristol. Il participa aux courses des premiers championnats du monde des pilotes de Formule 1 et 2. À l'époque, elles roulaient ensemble. Ce championnat débuta en 1950. Big Horace, comme on l'appelait, fit la saison de 1953 et de 1954 avec cette voiture et termina régulièrement les courses en bonne position. Ce qu'ils avaient comme coutume de dire à l'époque, c'était plus la voiture était légère, elle n'avait pas besoin de gros freins ni d'une puissance excessive. Elle marchait excessivement bien et était très stable et très facile à conduire. Elle le reste encore actuellement, elle reste encore des voitures très performantes et très faciles à conduire. On roule de l'ordre de vitesse de pointe ici à peu près à 220, 225. Au rang des anecdotes, à l'International Trophy de Silverstone en mai 1953, Big Horace voulait acheter une voiture italienne et demanda au Belge Jacques Swatters d'essayer sa Ferrari, puis Horace donna sa Cooper Bristol à Jacques, qui termina 16e, tandis que la Ferrari, pilotée par Big Horace, tomba en panne. En 1955, oubliant Ferrari, il racheta la Maserati 250F du prince Bira. Aujourd'hui, l'histoire continue car la voiture court toujours dans le championnat européen avec d'excellents résultats. Mon père roule avec la voiture généralement en championnat, donc un championnat européen. Et ça fait la 6e fois donc qu'il est vainqueur de son championnat en classe. Et donc on espère qu'il le sera encore une fois cette année, donc pour une 7e fois. Pour les 50 ans de ce Grand Prix de Bruxelles, eh bien, nous avons également eu l'idée de fêter un autre cinquantenaire. Bernard de Saint-Hubert nous parlait tout à l'heure de ces Grands Prix de Bruxelles d'il y a un demi-siècle, avec également des courses de voitures de tourisme. Il a parlé des Borgward, des DKW, DKW, eh bien, les voitures à moteur 2 temps, on s'en souvient. Eh bien, 50 ans après, on va faire un comparatif entre cette DKW et une Audi, pas une Audi R8, mais une voiture plutôt comparable à la DKV d'époque. Il s'agit de l'Audi A1. C'est parti. 1961 et l'Auto-Union 1000, 50 années se sont écoulées et la technologie a fortement évolué depuis ce petit moteur à 2 temps 3 cylindres de 981 cm3 doté d'une boîte de vitesse à 4 rapports. Les choix d'une Auto-Union DKW après-guerre et au XXe siècle étaient multiples, mais parfaitement judicieux suivant certains, car elle avait été déjà testée par le très réputé magazine britannique The Motor en 1960, qui annonçait une vitesse de pointe de 135 km/h et accélération de 0 à 100 km/h en 23 secondes, avec une consommation de 10 litres au 100 pour le modèle S berline 2 portes. D'aucuns y verront avec nostalgie le patrimoine d'Audi. D'autres apprécieront l'agrément de conduite qu'offrent ces voitures nerveuses à traction avant. Tous néanmoins adhéreront à l'idée, voire à l'idéologie que représente aujourd'hui la motorisation 2 temps. Bien que disparu depuis lors de l'industrie automobile, ce concept de moteur sans soupape démontre qu'aujourd'hui encore, son adéquation par un rapport poids-puissance inégalé. En 2011, c'est l'Audi A1 ou l'efficience même, un mix parfait entre performance de haut niveau et faible consommation. Une belle évolution sur 50 années depuis la 3.6. Tous les moteurs sont à injection directe et à turbocompresseur. Ils doivent leur puissance impressionnante et leur faible consommation de carburant, 4 à 6 litres au 100, au concept de petite cylindrée associé aux technologies efficientes Audi. C'est en partie grâce au système de récupération. Il fonctionne avec un contrôleur de tension électronique qui permet au générateur de récupérer de l'énergie pendant les phases de freinage et de décélération, puis de la stocker temporairement dans la batterie. Par ailleurs, le système Start-Stop coupe le moteur si, une fois la voiture à l'arrêt, le levier de vitesse est en position neutre et que le conducteur ne pose plus le pied sur la pédale d'embrayage. Il remet le moteur en route dès qu'une pression est exercée sur la pédale d'embrayage, tout en lui assurant un fonctionnement rapide, souple et pratique.
L'ordinateur embarqué avec son programme efficience est relié au système d'information du conducteur. Il affiche les données de la consommation d'essence et fournit des recommandations pour améliorer l'efficience de la conduite. Une vue agrandie, des indicateurs de changement de vitesse signalent au conducteur le moment où il doit changer de rapport. Une autre fonction apporte des informations sur les systèmes consommateurs d'énergie à bord qui sont actifs. Plus de 50 ans de technologie se sont écoulés depuis ce véhicule caractérisé par l'émission de fumée bleue pour laquelle l'Auto-Union était connue. Audi envisage de baisser de 20% la consommation de carburant de sa gamme de modèles par rapport au niveau de 2007. La marque aura alors renforcé son image de marque, sportive et progressive, pour plus d'efficacité et de sportivité, caractère lié à Audi. Voilà, ainsi s'achève cette émission Voiture de légende, un peu particulière évidemment, notre 5e anniversaire, très précisément, mon cher Philippe. Et on va la finir en beauté depuis ce Grand Prix de Bruxelles avec Philippe Gratton, le fils de Jean Gratton, le père de Michel Vaillant. Michel Vaillant qui fait un peu le lien, quelque part, entre le Grand Prix de Bruxelles des années 60 et puis un demi-siècle plus tard, cette sympathique manifestation, Philippe. Et oui, c'est un 50e anniversaire en fait. C'est incroyable parce que le Grand Prix de Bruxelles, c'était 61. C'est la date de la sortie de cet album Les Casse-Cous où Michel Vaillant est présent au Grand Prix de Bruxelles. On y retrouve tout, l'atomium et tout. Et c'est mon année de naissance, donc c'est un triple anniversaire. Mais voilà, et je vois que aussi bien l'album que tout le monde, on a tenu la route en fait. Voilà, on s'en sort bien. Ça s'en sort bien. Merci beaucoup Philippe, bon anniversaire à Philippe Gratton. Rendez-vous dans notre prochaine émission, comme d'habitude, le dernier jeudi du mois sur BTV. Bonne fin d'anniversaire donc pour Voiture de légende. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site internet www.voituredelégende.com, un site internet complètement relooké. Bonne route et à la prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec Eberhard, les montres aux 4 compteurs. Et avec Swixsteel, passion, style et confort.